beaucoup d'entre nous Avarouche, Zechat Tzadik Livracha, a laissé l'image d'un vrai Eved Hashem, de celui pour qui la vie était de rapprocher Acheinu Bnei Israël du Derech HaTorah. Partout où il a passé, que ce soit à Marseille, que ce soit à Aix-les-Bains, il a laissé le souvenir de quelqu'un qui avait dans sa vie un seul but, et pas d'autre chose, pas d'autres soucis, que d'être Mekarev, Acheinu Bnei Israël, du Boré Olam, de faire sentir à chacun qu'il n'y avait qu'un but dans la vie, c'est d'être Mekarev, nos frères du Derech HaTorah. Et il faisait cela avec beaucoup d'enthousiasme. On sentait que c'était là son devoir, son unique devoir. Que ce soit ses élèves, que ce soit ses amis, chez tous il a laissé l'image du vrai Eved Hashem, de celui qui n'avait qu'un but dans sa vie, c'est de rapprocher nos frères du Derech HaYashar, de l'accomplissement des mitzvot, il faisait cela avec beaucoup d'enthousiasme.
il arrivait à réchauffer le cœur de chaque Ben Israël qui le rencontrait. Quand il parlait d'accomplir la Torah, d'accomplir les mitzvot, c'était avec beaucoup d'enthousiasme, de telle sorte qu'il fallait vraiment avoir un cœur de pierre pour ne pas se laisser impressionner par sa avoda, par son kiyum mitzvot, par sa volonté de rapprocher tous ses frères du Derech HaYashar, du Derech HaEmet. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de s'allonger parce que tous ceux qui l'ont connu ont pu apprécier son émet, sa sincérité lorsqu'il voulait rapprocher nos frères du Derech HaYashar. Je crois que nous avons tous ceux qui l'ont connu, nous avons pu observer chez lui l'enthousiasme, le Derech HaEmet, et la volonté de rapprocher tous nos frères du Derech HaYashar. Baruch, זיכרונו לברכה, est niftar. Mais il a vécu réveillé. Il y a un passage dans Tehillim, Kze darkam kesel lamo, Chareem v'fiem yirtzu sela. L'habitude des personnes, kesel lamo, c'est comme s'ils ont de la graisse ou quelque chose sur le cœur. C'est-à-dire la chose existe, mais c'est caché de lui. Ça veut dire on vit dans le monde, on se laisse aller. On vit au jour le jour, on vit les envies, on fait sa vie. C'est pas qu'on ne sait pas qu'à la fin on doit donner cheshbon.
Bachariem, Bufiem, Yirtzu, Sela. Comme il est ainsi, tous, leur faim dans la bouche, elle est toujours là. Toute la vie, c'est le chemin vers la mort. Tout le monde le sait. Mais est-ce qu'on vit avec ça? Le problème, c'est ce que j'ai vu une fois écrit sur le mur. Les Bachourim, quand ils faisaient le travail de Chol, des fois dans les chambres d'opéra, il a l'habitude d'écrire sur le mur. Il y a quelqu'un qui a écrit une phrase, je ne sais pas si lui savait combien de phrases est vraie. Mais il a dit, il a écrit, la vie est un rêve dont la mort nous réveille. Et ça, c'est la vérité. Toute la vie, on vit, mais on est dans le rêve. On sait que ça existe, mais on peut dormir. J'ai oublié le nom. Un Darshan qui fait beaucoup de rachot à la retraite. Il avait une fois un enfant qui est niftar à Shavuot. En tout cas, l'Asri. Il a entendu que, ouais, quand il y avait l'année ou les Shloshim, je ne sais pas, il s'appelle Keniftar Espérez. Alors il a raconté, il a dit quelqu'un qui dormait dans son lit. Et c'était le temps de se réveiller. On a dit, il faut se lever. Non, il ne voulait pas se lever. Non, encore. Il a rêvé qu'il y avait, comment on dit caspomat en français? Distributeur. Distributeur de billets qui était cassé. Donc les billets, on pouvait tirer ce qu'on veut. Alors il tirait. On l'a dit, réveille-toi, tu ne veux pas se réveiller? Attends, d'abord je vais dire ce que je peux. C'est-à-dire, il sait qu'il dort, il sait qu'il est réveillé. Quand il s'est réveillé, il a vu son lit plein de mouchoirs. Il y avait une boîte de mouchoirs. Il disait comme ça. Mais quand on est là, on sait qu'on dort. On ne peut pas se lever. C'est-à-dire, on est dans notre... Alors, ça veut dire... Donc, la vie, c'est un rêve. Ravarouche, il vivait réveillé. Et réveillé comme il faut. Et c'est pas qu'il parlait. C'est pas sa bouche qui parlait. C'est lui qui parlait. Quand il parlait, c'était lui qui parle. C'est lui qu'on entendait. Quand il disait les slichot, c'est pas qu'il disait avec la bouche. C'est pas qu'il pleurait, parce que pleurer, c'est une partie des nugoun des slichot. Mais lui, c'était lui-même. Avant de commencer la phrase, il était déjà en train de pleurer. Parce qu'il vivait. Il vivait la Torah. Il vivait les Ratchamaïm. Il vivait l'amour des autres. Mais il le vivait. Depuis qu'il est petit, on était ensemble dans le temps, je ne sais pas si une 55e année ou d'année, ou un peu plus. Ouais. Plus, ouais. Quand il est venu, il venait si vous voulez, d'Algérie, de Strasbourg. Il était passé par Strasbourg. Et il était ici, il était un chassid Rabelovitch, quelque chose de spécial. Chassid Rabelovitch, et il parlait, et lui, il chauffait un mec qui était un vrai. Comme j'ai dit, la boule à zéro, tout le mikvé froid et tout. Mais moi, je vivais. Pas qu'on fait semblant, on fait comme. Moi, je vivais, il partait après à Metivta, et je vivais chez la chassidim de Satmar. Et après, il est revenu. À un moment, il était à Marseille. À Marseille, qu'est-ce qu'il faisait? Pas d'Aframinas qu'il faisait. Pantalon, pas d'éléphant, tout comme les gens de Marseille. Mais c'était du feu. Comme je dis à Vaïa, il y avait là-bas, dans une orgue qui se marchait une fois Shabbat. Et lui, il est venu une fois au Shabbat. Il est venu avec du sucre et toutes les choses qui ont une segoula de bien abîmer les machines. Et il a tout cassé. Il est reparti, il est venu connu. Si on l'avait attrapé, il faisait partie. Mais est-ce que ça veut dire comment on peut laisser ça? C'est pas ça. Et
il allait avec mon père à Marseille, toujours toutes les lettres, il écrivait, voilà, tel et tel Shomer Shabbat, tel et tel ça. Mais du chaud, mon père partait avec lui à Marseille, allez, on va dormir dans une soupe, je sais pas quoi. On se trouve à manger et parler. Une fois, j'ai raconté, c'est connu, qu'une fois quelqu'un lui a dit, le rabbin a parlé, il a dit, j'ai pas compris un mot de ce qu'il a dit ton rabbin. Comme il disait à Gershon, tout je connais l'Yiddish, il a dit, moi j'ai appris l'Yiddish du français de Rav Hakim. Donc, le monsieur, il a dit, j'ai pas compris un mot de ce qu'il a dit ton rabbin, mais je fermerai le magasin Shabbat. Chez Harouche, c'était la même chose. Quand il parlait avec quelqu'un, c'est lui qui parlait. Ça passe pas par la parole, ça passe par les pots, par le tout. Parce que c'était lui qui parlait, on sentait l'Eirat Shamaim qui vivait en lui. Et voilà, ça c'était à Harouche. C'est marqué, d'après un Midrash, que quand Akadosh Baruch Hu a donné la Torah, la parole, elle parle Kaviachot d'Akadosh Baruch Hu Beneh, elle s'incrustait sur les louchot. Raout al louchot. Harouche, quand il parlait, les Talmidim, c'est pas qu'ils ont entendu. C'était incrusté dedans. Les Talmidim, les petits, ils venaient, ils parlaient, d'après sa madriga. Il faut aller des chemises longues, pas des chemises trop courtes et tout ça, ça fait pas, ça fait pas. Et après, ils le faisaient, ça rentrait. Et jusqu'à aujourd'hui, les Talmidim, ils vivent ce qu'ils ont entendu de lui. Ça fait partie d'eux-mêmes. Ça, c'était, enfin, une partie de l'herbe rouge. Les gars, c'est la chaleur et le émet qu'il y avait chez lui. Ce émet vrai, si on peut dire ça. Mais ça existe quand même, le émet vrai. Le émet et l'Eirat Shamaim, la Simcha, la Avilu sur le Chouvan, le tout, c'était vivant. Maintenant, lui, il est parti, chez les Talmidim, ça reste. Mais chez nous, on arrive à se rappeler quelqu'un qui a vraiment vécu la vie. Et ça peut être un exemple pour nous, pour toujours, pour qu'on arrive aussi un petit peu. Qu'Akadosh Baruch Hu ait pitié de nous et qu'on s'associe bientôt à Bilam avec le Netzach. Et qu'on arrive vraiment, comme le dit, à se rapprocher nous d'Akadosh Baruch Hu. ברשות מרן הרב, ברשות כל הרבנים, ברשות כל הקהל הקדוש הזה. En tant que beau-frère de Havarouche, en vérité, je dis à quelqu'un, c'est pas un beau-frère que j'ai perdu, c'est un grand frère que j'ai perdu. Quand je suis arrivé à l'Yeshiva, j'étais un peu débutant, et bon, je connaissais pas tout de suite Havarouche d'Atzal. Et quand j'ai commencé à le connaître, la première chose qui m'a impressionné chez Havarouche, c'est son sourire. C'est déjà un sourire, c'est déjà un accueil extraordinaire déjà. Quand on sourit, qu'on a devant quelqu'un, ça lui ouvre déjà un peu les portes de son cœur. Quand j'étais arrivé à Yeshiva, bon, et j'ai été même, je ne connaissais pas, j'étais pas encore marié, j'ai des bachors. Il nous avait invités avec Rav Patrick Cohen, chez lui, quelques Shabbatot comme ça. Et je ne sais pas ce qu'il y avait, quand je suis sorti de Shabbat, quand je suis sorti de chez lui, le Shabbat, j'ai senti vraiment ce que c'était la Kedusha de Shabbat. On se sentait bien, on n'avait plus envie de partir tellement qu'il y avait un nachat, vraiment Shabbat avait une nafash, il y avait une Kedusha spéciale, il y avait un nachat, j'étais vraiment impressionné. Et après, j'étais zoré de rentrer dans cette famille extraordinaire.
Et chaque fois, j'étais encore au début, j'allais à l'Yeshiva, c'est lui qui il m'encourageait, il m'emmenait chez lui, même chez lui, pour étudier, pour apprendre à avoir le émet de la Torah. J'ai eu beaucoup de difficultés, mais il a eu de la patience avec moi. Et c'est pas seulement, il nous a aidé même quand on s'est marié, d'une façon de la gashmiyut, mais surtout de la ruchaniyut. Même quand quelquefois il y avait des choses que je faisais que il n'était pas d'accord, il n'a jamais fait un reproche méchamment, toujours avec une gentillesse, avec son sourire. Et Baruch Hashem, ça m'a beaucoup aidé à progresser dans le derrière de la Torah. J'ai eu de beaucoup. Et chaque fois qu'il avait une occasion de me faire progresser, il me fait progresser. Même j'ai eu le srout même d'étudier quelques mois avec lui, quand on était chez Rav Rouven Shlita, Badel Chaim. Il me faisait comprendre des choses très profondes que j'avais du mal. Il prenait le temps de me expliquer. Et quand je posais une question, quand ça m'arrivait de poser une question, il cherchait le émet. Et oui, cette question, c'est vrai, ça marche pas dans le chat. Il était ish émet. Il était rempli de émet. La vérité, toute cette gdusha, cette avat Torah, c'est pas du jour au lendemain que c'est venu. Son frère, le Badel Chaim, que je pourrais avoir une bonne santé, amen. Il m'a raconté que déjà, quand il était en Algérie à 4 ans, son papa, la Shalom, déjà son papa, il était pas, c'est pas Boko Yeshiva, mais il avait une avat Torah, une avat Hashem extraordinaire. Et son papa le réveillait le matin pour les slichot à 4 ans, en Algérie. Il m'a raconté, son frère, le Badel Chaim, il m'a dit que une fois, comme il dormait bien, il était fatigué. Son papa l'a pas réveillé, il a dit c'est pas nécessaire, bon, demain il se lèvera. Il s'est réveillé, il a vu que son papa l'a pas réveillé, il était dans tous ses états. Comment c'est possible? C'est pas été à 4 ans déjà. Donc il avait un chino de Gdusha déjà depuis son jeune âge. Donc et après, c'est la suite qui a continué. Après il a continué à Strasbourg, comme le dit Ratzvi. Il a eu une histoire avec. Il est parti à l'école d'Akiba, je crois, c'est ça. Et là-bas, c'était pas suffisant pour lui. Il n'y avait pas assez de Torah. Et ils ont, avec d'autres personnes de Strasbourg, ils ont réussi à le faire partir de là-bas avec tout un système. Je ne sais pas exactement tous les détails, mais il est arrivé jusqu'à Aix-les-Bains. Et ça, on voit déjà, depuis déjà de son jeune âge, déjà, il brûlait d'Avat Torah, d'Avat Hashem. J'ai vu ces dernières années, avant qu'il soit niftar, j'ai vu quel courage il avait. J'étais émerveillé. J'ai appris au fur et à mesure que je m'approchais de lui, je me rendais compte quel grand homme c'était. Mamash Ish Gavra, c'était Mamash Ayvet Hashem Amiti. Je voyais chaque fois que j'étais avec lui, je sentais cette Avat Torah et cette façon de parler avec gentillesse, avec le sourire. Ça m'a beaucoup aidé, la vérité. Et quand il était dans les moments, quelques années, j'arrivais à monter le col du soir, et lui il montait, il avait du mal à parler, et quand même il venait, il faisait une chavouta. Comme il avait du mal à parler, il avait pas fort, il avait même un petit micro. Mais l'essentiel, c'est qu'il faut que je transmette la Torah. Même la Yeshiva, quand il enseignait quelques années la Yeshiva, c'était pareil aussi. Jusqu'à ses forces, jusqu'à toutes ses forces, il utilisait pour le Kavod Torah. Quand j'étais à la Yeshiva qui était en haut d'ici, au deuxième étage, moi je voyais comment les Bachourines, quelquefois c'était pas toujours des Bachourines qui étaient dans le derrière, mais je voyais comme c'est que dans Shirachirim, Navani, Shirani et Navani, quand tu frottes un petit peu la poussière qu'il y a sur le cœur de chacun, tu vois le bijou qu'il y a derrière. Et Rav Arush, il réussissait avec un grand Messiot Nefesh à élever, à faire briller le bijou qu'il y avait dans chaque élève. C'était des enfants qui étaient vraiment, je les voyais là-bas, c'était pas toujours évident. Et avec ça, il arrivait à faire briller le bijou qu'il y avait en eux.
C'est très dur pour moi et surtout pour toute la famille parce que le Rav Arouche, à part toutes les communautés qu'il a élevées, mais pour toute la famille d'Aix-les-Bains, de Marseille, de tous les endroits, c'était vraiment le pilier de tout le monde. Tout le monde était autour de lui. Quand je voyais les cousins, les cousines qui parlent de Rav Arouche, c'était vraiment, pour eux, c'était le soleil qui brillait. Il s'accrochait à lui, c'était le gadol. Et je me rappelle, Maasé, que quand j'avais les Belchai, ma fille Abdelia, Myriam, et quand elle s'est mariée, et déjà il était dans un matzah pas chou du tout. Il avait du mal à se déplacer. Et il a dit non, il faut que j'aille au mariage, il faut que j'aille au mariage. Il a fait pas mal, je vous assure, il a fait pratiquement un aller-retour. Un aller-retour, il a fait pour participer à la simpra de mes enfants. Et combien il a été mérazé avec mes enfants. Combien Maman, ses enfants, c'était la suite de ses enfants. Il ne faisait pas de différence entre ses enfants et mes enfants. C'était vraiment comme il s'occupait de mon fils Lévi, de Chaim, de Aaron Moshe, d'Israël Meir. Vraiment, c'est incroyable de leur donner un réchec que moi, malheureusement, j'ai pas vraiment réussi, mais lui, il a réussi à leur faire sortir cette Avat Torah. J'ai dit Rav Arouche, c'est comme dans le Misbéach. Esh Tukadbo, dans le Misbéach. Rav Arouche, il brûlait de Avat Torah, il brûlait pour Akash Baruch Hu, il brûlait pour Akash Baruch Hu sans arrêt. Quand il allait à Marseille, même des gens qui avaient du cœur un peu dur, quoi. Quand il faisait au temple Ashkenaz là-bas, quand il faisait Rosh Hashanah Yom Kippour, il n'y avait pas un qui pleurait pas, tout le monde pleurait. Même les gens qui avaient un cœur un peu dur. Et les gens, vraiment, il a fait un travail extraordinaire. Il a enlevé la clipa qu'il y avait dans chaque ben d'Israël. Je demande à Akadosh Baruch Hu qu'il envoie j'espère qu'il envoie la Nechama à toute la famille, à son frère, qui était mamash, son frère, c'était son soutien. À chaque fois, il encourageait, il était là avec lui constamment. Qu'il envoie la Nechama aussi à ma femme, le Badel Chaim, à ma belle-sœur. Et que la Nechama pour tous ses enfants, et surtout, c'est surtout pour sa femme, le Badel Chaim, et j'ai travaillé le mamash comme il était bad avec lui. Quand elle est à Marseille, elle disait vas-y. Et quand pour un petit pour Shachana, combien d'années il a été là-bas, et sa femme, elle était toujours d'accord. Elle était toujours partante. Donc c'est écrit que dans Ruth, c'est quand Elimelech et Niftar, c'est écrit là-bas, on dit le passage dit Ish Naomi. Ish Naomi, Rachid là-bas, c'est parce que on est triste de perdre. Mais c'est qui le supporte, c'est le plus difficile à supporter cette perte, c'est surtout la femme. Et que je pourrais envoyer une Nechama surtout à Saïchet Traïl, et que les attachés soient mis sur pour toute la Mishpacha et tout le clan Israël, et les attachés qu'on soit zoré de Tchirat Mitim Bekaro. On m'a demandé de raconter quelques anecdotes parce que bon, j'en ai beaucoup. Et j'ai connu un Rav Arouche ici à l'Yeshiva Tana, quelqu'un que lorsqu'il parlait, c'était du vrai. C'était sincère. Et c'est ça qui m'a fait attacher à lui. Sur n'importe quoi. Et j'ai essayé de le tester. J'allais voir. Puis il disait des choses que... Et après, j'allais voir. Je donne un exemple. On n'enlève pas... Il nous disait les tefilines après Ali Mouchaber. Eh bien, je l'ai vu après quelques trous, je cherche. Et je l'ai attrapé. Il avait enlevé avant. Et j'allais voir. J'étais très comme ça, très actif pour voir si vraiment il aimait. N'importe qui, je voulais savoir lui mettre. J'étais petit, 16 ans, je découvrais la Torah et je pose des questions.
Il m'a dit, mais je l'ai fait, seulement je devais chercher mes enfants. Je l'ai fait, il a fait tout seul, après il en a deux fois, beaucoup de questions comme ça. Jusqu'à que lorsque j'ai vu que lorsqu'il parlait, des larmes qui sortaient, mais j'ai jamais vu ça. C'était sincère et là c'est fini. Je me suis attaché à lui. Je me suis attaché à lui sur beaucoup de questions. Il était émette, il me parlait de Tikkun Hatzot, un petit. Il me dit, c'est écrit dans le Shulchan Aruch. Qui c'est qui fait Tikkun Hatzot? Je lui dis, mais Rav, Tikkun Hatzot, c'est Shulchan Aruch. Je lui dis, ouais, mais mettre par terre. Il me dit, assis-toi. Assis-toi, il dit, assis-toi. Et je lui dis, mais Rav, je comprends rien. Je t'ai pas demandé de comprendre. C'est devenu une habitude. C'est facile. Après Hatzot jusqu'à l'Otachachar. Tu vois, j'étais habitué, après c'est devenu normal. Tu reviens d'un mariage, tu sors ta douche, t'es tout frais. Avant de dormir, vas-y, c'est le moment. Quand tu peux. Mais fais-le. Les ktorettes, avant la tfila, mais qui c'est qui fait? Petit peu la hana, etc. Bien, c'est écrit dans le Shulchan Aruch. Et tout ça, j'ai appris avec lui beaucoup de choses. Beaucoup de choses et que c'est ancré d'habitude, par habitude. Après, c'est devenu normal. Une fois, je suis venu, j'ai pris le train de Paris pour venir ici à Aix-les-Bains. Et puis j'ai acheté un blazer, ça y est, il faut mettre la chemise blanche, blazer. Et je venais de commencer. Et il y en avait un qui était au fond du wagon, dans le TGV. Il était il était sale. Chemise blanche, frac. Il y a un goy qui est venu me voir. Il m'a dit, lui, il est beaucoup plus avancé que vous. Je dis, ben, beaucoup, parce que moi, je n'ai même pas commencé. Il me dit, ben, sache que je préfère à vous. Je dis, moi, qu'est-ce que. Il me dit, vous êtes propre. J'ai pris une claque. Je savais pas, c'est quoi? J'étais pas bien. Eh bien, ce que j'avais, et j'ai toujours Baruch Hashem, c'est que j'ai un problème comme ça, et ben j'allais lui demander. Je suis arrivé. Avant de le voir, j'ai rencontré un Rav, et je lui ai posé cette question. Voilà, ça fait pas Chilul Hashem. Il m'a dit, tu sais, il est tellement investi dans la Torah, tellement on n'a pas le temps de s'occuper. Je comprends. Et quand je l'ai eu, Rav Baruch, je lui ai demandé, il m'a dit, il a raison. Il m'a dit, oui, c'est Chilul Hashem. Tu dois être présentatif. Comme ça, on est à le caveau de la Torah. J'ai aimé ça. Hein. Il était très très émette. Parce que c'est vrai, on est tenté. On est tenté parce que voilà, Baruch Hashem, on est à fond dans le limoud. Et on n'a pas le temps. Et Ben Adam la Chavero. La Chazara de la Hamida. Assourd d'étudier pendant la Chazara. J'ai été le voir. J'ai rave. J'ai vu. Des Talmidei Chachamim, ils ne sont pas avec le Sidour, comme vous nous l'avez dit. Quand il y a le Chazan qui fait, eh ben tu dois suivre le Sidour pendant la Chazara. Il y en a qui ne le font pas. Je lui ai posé la question. Il m'a pas dit, tu sais, quand tu es dans la Souga, tu n'arrives pas. Et c'est vrai, quand tu es à fond dans la Souga, d'un coup on tape, ultra. C'est difficile, mais pendant la Chazara, on est tenté. Hein. Il m'a pas répondu comme ça. Il m'a dit, t'as raison. Il faut fermer la mémoire. C'est pas bien. Lui, il n'a pas réussi, et toi, tu dois réussir. Des principes d'horaire. La tfila, ça y est. Les sdarim. Ne pas parler. Mais j'étais inculqué, ça m'a sauvé. Baruch Hashem, ça m'a beaucoup sauvé. Au niveau, lorsque je suis arrivé en Israël dans une yeshiva, il m'avait prévenu. Il m'a dit, lorsque tu vas en Israël, tu verras tout le monde qui arriveront à 9h, c'est le CDR, 9h15. 15h, ça reprend à 15h15. Tout le monde sera là. Toi, sois à 9h. Toi, sois à 15h. J'écoutais, j'étais seul. Seul, à chaque fois. Et maintenant, le Messie, il te regarde, une fois, 2 fois. 6 mois après, le meilleur du kibbutz de la yeshiva, il vient me voir. Et il me dit, t'as une chavotage le mois prochain?
Je dis pas, on verra, je sais pas. Qu'est-ce que tu veux chez moi? Il m'a dit, je vais étudier avec toi. Je lui ai dit, bah, d'abord j'ai l'étape de traduction, après, toi, il m'a dit, je cherche pas quelqu'un qui est fort. Il m'a dit, j'ai vu comment t'étais. Je veux quelqu'un qui est tout le temps à l'heure. Mais ce type-là, j'ai lu par quoi? Si c'est pas Ravarouche. Mais après, c'était. Après, on étudiait tout le temps. Ça veut dire, on partait même dans des mariages, on revenait le soir, on se douchait, on étudiait encore, mais sans s'arrêter. J'ai eu le meilleur pendant 1 an et demi. Après, il devait se marier. J'appelle Ravarouche au secours. Qu'est-ce que je fais? J'ai maintenant Amir. Mais chaque chose, hein. Je ne peux pas raconter tous les détails, mais le téléphone, c'était mon père. Chaque chose. Mais depuis le début, c'était pas juste un raf, tu donnes cours et au revoir. Il était très très pédagogue. C'est-à-dire que il aurait pu faire une gaffe. Lorsque je le connaissais pas. Il a expliqué, je venais de Sarcelles, je connaissais rien. Lorsqu'il s'est mis à raconter Kriyat Souf, l'ouverture de la mer. Maintenant, moi je connaissais pas bien tout ça. Et lui, j'étais concentré je regardais ses yeux. C'est quand que ça va, c'est quand il va pleurer. Il sentait, il ressentait chaque chose. Je kiffais comme ça. J'arrêtais pas de le regarder. Et lorsqu'il s'est mis à dire, la mer, elle s'est ouverte en 12 parties. C'est sorti comme ça. C'est n'importe quoi. À la télé, c'était en une partie. Alors tout le monde s'est mis à rire. Il m'a regardé. Non mais moi je vois ça. Un élève qui me dit ça, mais c'est bon. Dehors, au revoir. Il m'a dit, dans mon bureau. Après cours, dans mon bureau. J'ai dit, ça y est, je sais pas ce qu'il va me faire. J'arrive au bureau. Il me dit, d'où tu sors? Et il a vu que j'étais sérieux, que je voulais. Et il m'a expliqué. Il m'a pas lâché. Il m'a pas lâché parce qu'il aurait pu très mal réagir. Qu'est-ce que tu parles comme ça? Je faisais des bêtises. J'avais un grand Yitzhara. Quand je suis arrivé avec Sléman, de voir des gens en scooter, en mobilette, des religieux en moto, c'est bien. Et puis j'ai commencé à emprunter à droite, à gauche, et je kiffais. Jusqu'au jour où ma mère a entendu ça. Elle avait peur pour moi. Elle m'a dit, j'entends une fois. Tu retouches, je te ramène à Paris. J'ai dit oui, maman, mais c'était trop fort. Et je continue en cachette. Non, de faire les choses en cachette, j'étais émette, je pouvais pas. Et d'un autre côté, j'avais mon Yitzhara. Alors j'allais me confier. J'ai dit, Ravarouche, voilà, elle veut pas, et moi, j'arrive pas. Qu'est-ce que tu fais? En tant que Rav, tu fais quoi? T'as ton élève qui dit ça, tu fais quoi? Il m'a dit, essaye, doucement, tu vas réussir. Je lui ai dit, ouais, d'accord. Et moi, au petit déjeuner, au lieu de manger, alors, il y avait un bachour, il avait un scooter en caché à Tresser. Et comme j'ai étudié avec lui jusqu'à 10h, 11h, alors il m'a prêté, vas-y, avec plaisir. Je mettais un casque noir, je mettais pas une chemise blanche, de manière à ce que quand je roule, on ne me reconnaît pas. Et j'allais à la passerelle, et je regardais Ravarouche. Je m'arrêtais, il descendait de sa voiture rouge à Renault 5 pour déposer ses enfants. Et je le regarde, et lui me regarde, il voit pas qui je suis. Je l'ai fixé 30 secondes. Après, j'ai pris ma route. Et après, j'ai rangé au CDR. Ni vu, ni connu. Et je le vois après à la récréation. Je le lâchais pas. À la récréation, j'ai pas compris la Gemara, ou des questions dans ma vie, mais je le lâchais pas. Et je lui dis, il y avait quelqu'un qui est venu vous voir. Hein. Vous avez vu quelqu'un qui vous a regardé en scooter? Hein. J'ai vu, je sais pas ce qu'il voulait. Je lui ai dit, c'était moi. Il m'a aidé. Il n'a pas dit à ma mère. Il n'a pas fait. Il m'a aidé à enlever ce Yetzirah. Essaye de travailler par rapport à ta mère, par rapport au kibbout d'Aven. C'est dur. Mais au bout de quelques mois, j'avais plus envie. C'était un travail, je suis sûr qu'il priait derrière. Parce
que comment, cette envie, elle est partie. Ravarouche avec de l'argent. Ça, c'est magnifique. Mais alors, c'est quelque chose de... Comment se comporter, t'as le Shulchan Aruch, et t'as des propositions d'argent. Mais alors, le téléphone, ici, il a sonné un jour. C'est Nahum qui a répondu. Il cherchait un rabbin, c'était jeudi soir, pour remplacer à la chaude fond, là. Et là, et lui, il savait que c'était la paracha Mavar Mitzvah. Il a dit, oui, je connais quelqu'un. Alors, il va passer au téléphone. Bon, nanana, Taflit, combien? J'avais le sens de l'argent déjà à 16 ans. Il me dit 400 francs. C'est 400 francs, encore un Shabbat pour 400 francs. Il met un coup de pied narro, mais il me dit 400 francs suisses. Je dis, ah, bien sûr, tout de suite. J'ai accepté, je suis parti Shabbat. Et là-bas, il te pose des questions. Tu fais un petit cours, après la paracha. Fais un petit cours, qu'est-ce que je connaissais? J'ai pris Pirkei Avot, ce qu'on faisait. Et comment je l'avais appris? Je l'ai refait. Ça veut dire, je le ressentais. Et à la fin, j'ai kiffé enseigner. Tu vois les gens qui kiffent grâce à... Qu'est-ce que je connais? Pirkei Avot, Michelet avec Barké de moi. Qu'est-ce que t'as fait? Les gens qui sont envolés, ils ont kiffé. Que le Shabbat d'après dans la semaine, ils m'ont rappelé, est-ce que vous pouvez venir le Shabbat d'après? Et moi, tout de suite, bien sûr, mais je leur avais dit, la prochaine fois, si vous voulez, prévenez-moi à l'avance, parce que là, c'était ma paracha Bar Mitzvah, mais sinon, il faut que je prépare. Ils m'ont appelé, moi, tout de suite, et je vais voir un branche. Ils m'ont appelé, il m'a dit, attends, comment c'était? Il m'avait posé des questions, comment c'était, je lui ai tout raconté. Il a retenu un point, la Mechitza, comment elle était. Je lui ai dit, Rav, c'est des vieux. Et des vieux, avec deux mémés derrière. Vous me parlez de Mechitza? Je voulais quoi? Comment elle était la Mechitza? Je lui ai dit, c'était des bouquets de fleurs, comme ça. Quand il m'a dit ça, je lui ai dit, il m'a dit, écoute, t'es émet? Je lui ai dit oui. Tu m'en demandes selon la halakha? On peut pas. Mais attention, je lui dis oui. Il me dit, mais attention, s'il dit non, tu perds l'argent. Tu perds. Sinon, je ne demande pas. Il m'a inculqué ça d'être émette depuis petit. Ça veut dire, si tu veux demander au Rav, si tu attends ta réponse, ne lui demande pas, ça rien. J'ai dit, ok, j'y vais. On va demander à Rav Yitzhak. Il a dit non. Maintenant, c'était dur. Alors, il m'a dit, maintenant, il fallait leur prévenir. Je rappelle, je dis, voilà, je pourrais pas venir, mais définitivement. Puis, il avait dit, si ils acceptent de mettre une bonne mérite, ça, tu viens. Alors, c'est ce que j'ai fait. Et avant de prendre le téléphone, il m'a dit, Shlomo, il va te parler d'argent, il va t'augmenter. Si tu commences à bégayer, tu fais un chilou la chaîne. Tu montres que la Torah, elle dépend d'argent. Je dis, ok, d'accord. Et je dis, voilà, est-ce que vous êtes prêt à changer de mettre une mérite? Il dit, non. Et je dis, bon, alors dans ces cas-là, je pourrais pas, c'est ma condition. Ah bon? Et tout de suite, il monte. Je dis, non, il monte. Maintenant, moi, je tremblais. Il monte, vous allez comme ça, et moi, je dis, non. Il monte comme ça, jusqu'à qu'à la fin, il dit, non mais, je vous laisse réfléchir et rappelez-moi. J'ai dit, je vais pas vous rappeler, c'est clair et net. Clac. Je cours, je monte l'escalier. J'attrape Rav, je l'ai cogné dans le mur. Je dis, vous m'avez fait perdre, j'ai plus la somme d'argent. Il m'a pris, il m'a serré dans les bras, il m'a dit, Shlomo, tu vas pas regretter ce que tu as fait. Et effectivement, quelques années après, j'étais venu pour la Brit Milat Shmuel. Ils ont appelé, ici, c'était pour 2 jours avant Kippour. On a besoin d'un Razan pour Kippour à Paris. Alors moi, tout de suite, j'ai compris l'importance. Kippour, il n'y a que ici. C'était à l'Yeshiva, c'était le top. Maintenant, l'importance qu'on te demande de faire Razan, aussi, quand tu fais Razan, tu le ressens très très bien. Maintenant, je commence à poser des questions.
est-ce que son chômeur Shabbat? C'était les questions que tu m'avais dit avant, le jour où on va te demander. Tu demandes, tu regardes comment ça se passe. Et là, ils m'ont dit, oui, 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 je pourrais trouver 10 chômeurs Shabbat. J'ai compris à qui j'ai affaire. C'était 2000 francs. Et là, j'ai dit non. Il a commencé à monter 3000, 4000, jusqu'à 5000 francs. J'ai dit non, non, mais c'est clair, je peux pas. Et j'ai raccroché, mais là, j'étais fier de moi. 16 ans, 4 ans après. Le résultat de Rava Rouge. 4 ans après. J'ai pas fini. Quand je suis retourné à Paris, donc j'ai fait mon kippour extraordinaire ici, et quand je suis retourné à Paris, on m'a dit je viens te chercher. J'ai dit mais pourquoi? Parce que il y avait un type de Paris qui m'avait appelé, il m'a dit où est-ce que je peux ressentir kippour? Je lui ai dit avec les mains. Je lui ai dit là, Yeshiva, c'est extraordinaire, tu vois. Il est venu. Et comme il travaillait, le mot de kippour, il a dû partir. Et quand il était là, je lui ai raconté mon histoire, que j'ai perdu 5000 francs pour pouvoir faire un mois kippour. Et quand il est revenu, il m'a dit je viens te chercher. Il m'a déposé à Sarcelles devant chez moi, il sort une enveloppe. Je lui ai dit c'est quoi? Il m'a dit ton histoire, elle était très belle. Je l'ai raconté à un ami. Il a dit combien il a perdu? Tiens, c'était, j'ouvre l'enveloppe, des billets, les Pascal, là, les 500 francs, vous vous rappelez? 5000 francs comme ça. Ça c'était le Hémet. Tu continues, n'aie pas peur. C'est dur, hein, tu vois de l'argent, n'hésite pas. Mais avec ça, bon, après, après ces 2 très belles années ici à l'Yeshiva, je voulais pas partir. Il m'a dit, mais ça y est, non. 18, tu vas aller chez Agdola. Moi, mes grands frères, ils allaient tous à Manchester, donc chez moi, c'était aussi, tu vas à Manchester. Mais je voulais pas, j'ai dit, ah, et je veux pas. Je veux pas partir. Il m'a dit, je te pose pas la question, je dois partir. Je lui ai dit, ok, regardez-moi, je vais changer, je sais, je pourrais pas tenir. Parce que tout ce que j'ai fait, toutes les mises pour étudier, c'était les schèmes, Ravarouche, je faisais que pour lui. Il est où Dieu? Je voyais rien. C'était que pour Hachem. C'était que pour lui. C'était que pour Ravarouche. Je lui ai dit, maintenant que vous allez partir, je sais que je vais fumer. Il m'a dit, t'inquiète pas, garde les principes. Et là, il m'a parlé de... Il nous avait dit ici que le mikvé, tous les vendredis, c'est bien. C'est mieux d'aller tous les jours avant la tefila, mais il m'avait parlé du vendredi. Et ici, à la Yeshiva, on était gâtés. Ma chambre est là, tu descends au mikvé. Mais tous les vendredis, sans exception. Même quand je rentrais à Paris, celui qui s'occupait du mikvé, c'était aussi mon père. Donc, j'avais les clés. J'ai jamais eu aucun problème d'aller au mikvé. Et j'allais tout le temps. Quand je suis parti à Manchester, déjà, j'avais plus le Ravarouche avec qui quoi, je vais me lever, mais je ne vais pas le voir. Le Hesh, tout le. Vous savez, Ravarouche, c'est le seul. Quand je vois un Tchemeloumada, tu peux tout dire sur lui. Mais un Tchemeloumada, il n'avait pas. Chaque jour, chaque fila. Je parle même pas du limoud. Le limoud, c'était quelque chose de. Il venait en écharpe. Il était malade. Il venait pour nous donner cours. Il finissait cours en chemise retroussée. Quand tu vois tout ça, il vivait la Torah, mais je parle, dans chaque fila, il va aller faire cette fila, on dirait, qu'est-ce qu'il va faire? Ça va, il n'y a pas, ça va. Cette fila, c'est pas la même. Il prenait la première, tout le monde sait, il est honnête, c'est tout, il ne pouvait pas. Alors le mikvé, j'allais tous les vendredis, et lorsque je suis arrivé à Manchester, ben je continue. Et je vais, je cherche. Je trouve. Il fallait payer un pound. Ça voulait dire 10 francs. Quoi, faut payer? Il faut payer pour aller au mikvé. Il faut que je paye pour aller au mikvé. Et quoi encore? J'ai pas aidé. Et comme j'étais en contact avec lui, je lui écrivais des lettres.
D'ailleurs, la dernière fois, sa femme m'a montré beaucoup de lettres que j'avais. J'étais en beaucoup de questions, Je lui racontais tout. Et quand je l'ai. Dans la lettre, je lui dis, voilà, ça va. J'ai tout dit. Bon, il y a une chose quand même, j'ai arrêté, c'est le mikvé, parce qu'ils m'ont demandé d'en prendre. C'était en Tammuz. C'était au mois de juillet que j'avais fait. Je devais reprendre en Elul. Et au mois d'août, on était parti à la montagne, et il y a un type qui vient et qui me dit c'est toi Shlomo Cohen. Je dis tiens, de la part de ton rap. Une enveloppe. 50 francs. Avec un mot, le mikvé. J'ai eu la hashmon. Bravo, s'il donne 50 francs parce que tu veux faire la barre, tu vas pas le mikvé. Je suis revenu avec les mains en pleurant. Je lui dis pardon, j'ai compris. Il dit non, je veux participer. Et j'ai toujours continué le mikvé. Même si après j'ai relâché. J'ai relâché le limoud, le réchec, les tfilot, la Torah et les mitzvot. Même si j'ai relâché, comme je vous avais dit, je savais. Eh bien, c'était plus relâche. Et j'étais venu pour aller skier en décembre. Je voulais venir skier, merci beaucoup. Bon, Adonai, Elohim, Melech HaOlam, Shakol, Yami, bon. Vous savez, Gravarouche, la tchoupe, il adore, il voulait voir. C'est lui qui m'a pris ce mot-là, la tchoupe, parce que moi avant c'était la coupe. Lui, il disait la tchoupe, il faut pas. Et bien entendu, c'était facile. Quand t'es avec lui, qu'est-ce que t'as besoin de ta tchoupe? T'étais ici, c'était facile, la crâne rasée tout le temps. Ça me dérangeait pas. Mais quand je l'ai quitté, et je suis parti à Manchester, ça pousse. Mais là, j'avais pas la force de raser. Et donc, quand je l'ai vu en décembre, rappelez-vous, ma mère, elle a eu peur. Elle avait appelé Ratzvi, elle a appelé Ravarouche. Elle dit, vous avez vu mon fils? Oui, on l'a vu avec sa coupe. Je me rappelle de tout, chaque détail. Et elle a dit, sauvez-le s'il vous plaît. Ravarouche, il m'a parlé, qu'est-ce qui s'est passé? Non, d'abord, Ratzvi, c'était... Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi depuis le début, il voulait voir, c'est où que... Et Ravarouche, comme j'étais tout en contact avec lui, il m'a dit... Shlomo, d'abord, enlève ça de ta tête. J'ai fait quoi? J'avais des cheveux normaux, hein? J'ai dit, ouais. Mais pour lui, c'était important. Je lui ai dit, ouais, pourquoi faire? Après, je repars tout seul encore demain? Non, c'est bon, je veux pas. Si je reste avec vous. Il me dit, mais tu peux pas. J'ai dit, mais alors, je vais retomber. Il m'a parlé 2 heures, à la fin, j'ai accepté. Maintenant, le soir, on devait partir, on devait aller s'amuser. Et on est parti à la piscine avec les copains, les exos et tout ça. Et lui, il est bien rentré. J'ai dit, je vais me couper les cheveux. Je vais recommencer demain, laisse tomber. Le lendemain matin, c'était vendredi. Vendredi, je vais être là tard, tranquille. Et vendredi, je vais au mikvé. J'étais au boulevard Ruby, comme ça, avec mon sac. La Renault 5 qui arrive comme ça, qui freine. Au milieu, il m'attrape. T'es où? Où t'as pas coupé les cheveux? J'ai dit, merde, je vous ai dit, je peux pas, je voulais, mais j'ai changé d'avis, après je pouvais pas. Je vais te les couper tout de suite. Je lui dis, bon, qu'est-ce que tu fais? Je dis, là, je vais au mikvé. J'étais fier. Et puis tu vas au mikvé, après tu descends, tu fonces à la maison. Je dis, d'accord. Je vais au mikvé, je fonce à la maison. Et là, ni deux, il a mis des papiers journaux, il a mis dans le lavabo. Il met ma tête dedans, j'ai poussé un cri. Madame Arouche, je pouvais plus me regarder dans le miroir. Il m'a dit, tu te sens mieux? J'ai dit, je me sens mieux de quoi? Tu te sens pas mieux? Retourne au mikvé. Je dis, arrêtez, retourne au mikvé. Je suis retourné. Et quand je me suis habillé, j'étais dans les chambres, je me suis mis un film. Je me suis revu tout ce que... Mais comment j'ai pu voter? Comment j'ai pu lâcher comme ça Ravarouche? Comment j'ai pu ne pas l'écouter? J'ai un livre de toi, mais grave, j'ai rien compris.
Et là, ça y est, je suis revenu à 4 pattes et tout. Il m'a fait rentrer tout de suite dans la semaine. Et je me suis retrouvé en Israël. La première fois de ma vie, en Israël avec les breaks, et puis après, je suis remonté. Le mivé. Il m'a pas lâché. Je l'ai pas lâché tout le temps. Tout ce que je faisais, les shilurim, c'était lui derrière, pour chaque chose. Et lui-même, j'étudiais avec un Bachour Yeshiva tous les Shabbats. Et un jour, ce Bachour Yeshiva, il voulait me faire un shilour. Je dis, mais qu'est-ce que tu me parles de fille, toi? T'es dans la Gemara, tu me parles de... Et je ne l'ai pas écouté. Le lendemain, Bachour, il m'appelle. Il dit, moi, Raphaël, il t'a parlé de shilour? Je lui dis, ouais, mais bon, je l'ai basé, qu'est-ce que je vais faire avec? Il m'a dit, écoute, il faut savoir que je ne rencontrais pas des filles qui voulaient mettre la perruque parce que j'étais à fond au Youssef. Même pirage, je commençais même pas. Donc Rav Arouche le savait, il appréciait, et tout ce qu'il me présentait, c'était l'une des conditions, c'était primordial. C'était d'abord ça, après on discute. Il m'appelle, il me dit, Raphaël, il t'a parlé? Je lui dis oui, mais il m'a dit comme ça. Non seulement, non, il m'a dit, viens rencontrer. Je lui dis, bon, d'accord, maintenant c'est en Tammuz. Moi, je rentrais Pessah et Soukot. Alors, quand je viendrai à Soukot, je rencontrerai la fille qu'il me parle, que vous voulez. Il m'a dit, écoute bien, non seulement tu vas venir maintenant, et prépare-toi, elle va mettre la perruque. Vous croyez que j'ai discuté? Mais lui, c'était du assez uniquement, je cherchais même pas à comprendre. Et pourtant, j'ai pris une claque. Je dis, c'est pas possible. Et j'ai pas, tu viens. Ni deux, j'étais pas, c'est tout. J'ai pris l'avion, et quand j'arrive à la maison, à 7h du matin, ma mère, elle ouvre la porte. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai même pas eu le temps de lui prévenir, il n'y avait pas les téléphones. Qu'est-ce que tu fais là? Je lui dis, maman, c'est Rav Arouche. J'ai dit Rav Arouche, elle s'est calmée. C'était mon père spirituel qui me faisait tout. Rav Arouche, je l'appelais tous les vendredis. C'était tout le temps, dans tout. Rav Arouche, après, lorsqu'il était malade, je l'appelais régulièrement comme d'habitude. Mais avec le temps, bon, comme voilà, le mariage, les enfants, bien j'allais le voir tout le temps. Mais il n'était pas encore assez... Ça se voyait pas tellement. Je voyais un petit peu, mais ça se voyait pas tellement. Et puis c'était 2 semaines avant Rosh Hashanah, et je l'ai appelé pour Shana Tova et lui souhaiter une bonne santé et une fois chez les mains. Et en même temps, j'ai discuté, je lui ai raconté beaucoup de d'ivrés chizouk qu'Akadosh Boro, lorsqu'il nous envoie une maladie, ça, il y a des rhumaties, il y a des choses. Je lui ai tout expliqué, tout ce que. Il m'a dit, oh, d'où tu sors tout ça? Je lui ai dit, c'est l'écoute et Moharan. Il m'a dit, ah oui, c'est vrai. Toi, chaque année, tu vas au Maine. Je lui ai dit, bah oui. Il m'a dit, tu vas y aller cette année? Je lui ai dit, bah oui. Il m'a dit, eh ben, Hachem, moi aussi j'ai besoin. Je lui ai dit, je n'ai pas compris. Vous voulez quoi? Il me dit oui. Je lui ai dit, mais ça veut dire que vous voulez passer en recherche T'as très bien compris. En fait, moi j'étais en train de trembler parce que ce billet, je l'achète bien à l'avance pour qu'il ne coûte pas cher. Là-bas, tout le monde sait les circonstances et tout ça, donc si je dois me ramener encore
comment je vais faire? Donc, pour moi, j'étais très réticent. Et il m'a dit, tu peux le faire pour moi. Et je veux venir avec toi. Moi aussi, je veux. Et là, j'ai dit, d'accord, je vais voir. Je raccroche tout de suite, j'appelle un ami. Et je lui dis, il me dit, mais ça va pas, mais ton Ravarouche, il le connaît très bien. Il me dit, mais il est âgé, et tu sais, il faut une assurance, et c'est dangereux. Et où il va aller, tu sais très bien, moi je dormais dans les tentes là-bas. Tu vas le faire où? Je sais pas, faudra lui trouver un endroit. Il dit, non, 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 c'est trop risqué, laisse tomber, prépare pour l'année prochaine. Tu prépares bien pour l'année prochaine et tu prends le billet à l'avance, avec une assurance, moi t'es tranquille. Je dis, ok, d'accord. Je raccroche, je le rappelle et je lui répète tout ça. Quand je le répète, il n'a même pas entendu la deuxième phrase, il m'a dit, je prends un matelas gonflable, je dors devant le Echad. Et là, j'ai compris que c'est bon, je ne cherche pas à comprendre. J'ai dit, c'est bon, j'ai rien dit, je m'occupe. Maintenant, quand je raccroche, je vais prendre son billet, je prends la place du Beth Midrash, c'est quand même, je prie au Kloïs, là-bas on est 4000 dans un grand Beth Midrash, et il y a des très bons chazanim. C'est très sérieux, très miragash. Et plus tu t'approches, tu prends ta place devant le Echad, devant la Teva, et plus ça coûte cher. Et c'était le plus cher. Donc moi j'avais ma place à $150, et j'ai payé aussi la sienne à $150, pour qu'il soit à côté de moi, devant. Ensuite, bon, le billet, ensuite, et sa femme qui m'appelle. Je te vois, tu sais ce que tu fais? J'ai dit, oui. Je dis, non, je crois que t'as pas compris. Il est malade. Je lui dis, oui, je sais. Il dit, non, mais il a pris un coup. Je lui dis, écoutez, il a pris un coup, tout ce que vous voulez, moi, je peux pas. Je peux pas dire non. Faites attention. Elle m'a dit, il y a le mikvé, il est fragile, doucement. J'ai dit, oui, oui, je vais prendre toutes mes précautions, ne t'inquiétez pas, Qu'est-ce que je fais? Je m'occupais de tout, et je viens, c'était samedi soir. Donc le vol, il était à 6h du matin. Samedi soir, j'ai pris la voiture, je vais le chercher. 35 minutes, il ouvre la porte. Je vois comme ça. Je l'ai pas vu comme ça. Et je dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Il était comme ça, tout. J'ai dit, mais. J'ai tremblé, j'ai dit, mais il est où? Mon Rosh Hashanah, il va partir, c'est fini, je vais m'occuper d'une personne. Je l'ai fait asseoir, j'ai dit, ça va? Il dit, mais. Et on roule. Je vais à Lyon. 3h du matin. Il m'a dit, tu me réveilles, 3h. Alors, ça y est, ça a commencé, le marathon. 3h du matin, il fallait que je sois à côté de lui. Je le réveille. Tout de suite. Première chose, Tikkun Hatzot. Je vivais tout. Moi je devais aller à pied à la gare. J'ai pris un taxi. Bon, à la gare, on va le tramway, dans le tramway, tout le tramway, c'est quoi, une demi-heure? Les sirotes. J'étais à côté. Il fait, bon, moi aussi je vais faire. Tout le voyage, je raconte pas. Enfin, je vais raconter, mais c'était. J'ai souffert. J'ai beaucoup souffert. Ça veut dire que je l'ai organisé. Quelqu'un qui m'avait dit de Lyon, il m'a dit, t'inquiète pas, je m'occupe de ton rave. Viens dans un hôtel. T'inquiète pas, les frais, c'est ton rave. On arrive là-bas, il me dit, je me suis fait planter. Et j'ai pas de chambre. Ni moi, ni pour ton rave. Non, moi j'emmène dans les tentes là-bas, c'est des tickets réservés bien à l'avance. Je fais quoi? Ce qu'il y a de bien, c'était très proche d'Hachem. Dans des situations pareilles, je lève les yeux. Il y a un exo qui passe. Je lui dis, et regarde, je suis planté. Quoi? Ravarouche? Il a parlé à un type, ils étaient 2-3 en train de se disputer pour le prendre. J'ai dit, écoutez, je veux le meilleur. C'est qui? Il y avait un type, il m'a dit, celui-là, il est riche, il va être confortable et tout ça. Ce problème, c'est qu'il était à l'autre bout de Bouchkina, moi j'étais dans les tentes, c'est l'autre bout. Ça veut dire qu'il fallait l'accompagner. Je l'ai nommé, j'étais à côté. Maintenant, moi, mes affaires, moi, je n'existais plus. J'avais rien. J'étais complètement pour lui.
Et je souffrais jusqu'à que je me suis mis dans un arbre. J'ai dit non, parce que à 4h du matin, j'allais le chercher pour aller à 5h30 pour aller prier à 5h au net. Il fallait d'abord aller le chercher, donc traverser tout, pour revenir à côté. Et j'ai souffert beaucoup, jusqu'à que je me suis mis dans un arbre et j'ai dit à Hachem, tu fais Mida Kenegen Mida. Ok. Je suis en train de ramasser. Je sais que je ne l'ai pas fait souffrir. Pourquoi je ramasse? J'ai toujours pas compris jusqu'à que mon épouse, elle m'a dit, mais tu crois que quoi? T'as vu comment on te saoule, là, les élèves, on t'appelle à n'importe quelle heure? T'as vu comment ça te dérange? Je crois que j'ai compris. Je me rendais même pas compte. Il te faisait même pas. À chaque fois que tu le déranges, tu l'appelles n'importe quoi. Il me faisait rentrer à la maison, dans son bureau, dans sa chambre, mais tout le temps, tout le temps. Je me suis même pas posé la question, est-ce que je me dérange? Moi, lorsqu'on me fait ça, je dis, allez, allez. Je prends sur moi, je prends sur moi, je prends. Et j'ai senti cette douleur. Elle me dit, ben, t'as fait le double, t'as fait le triple, toi, avec ton. Et tu dis, t'as pas souffert? T'as rien fait, tu l'as pas fait. J'ai dit, ouais, là, j'ai compris. Au retour, à l'aéroport, il me dit, qu'est-ce que tu fais là? Je lui dis, ben voilà. Ah oui, quand on était là-bas, il m'a fait lire des télim, je fais ça. J'ai profité de rien. Il y a des shiurim extraordinaires là-bas. Les après-midi, le soir. Je ne loupe rien, et j'adore. Quand je vais là-bas, je profite. Je reviens, je suis fatigué pendant 2 jours, mais je ne rate rien. Il y a beaucoup de cours. Cette fois-là, j'ai écouté aucun cours. Je devais faire ces télim qui me disaient. J'ai rien profité, rien. Sachez qu'à Kadosh Baruch Hu, l'année d'après, il m'a rendu le plus bel humain. C'était très très beau. J'ai rien loupé, des shurim extraordinaires. Il m'a tout rendu l'année d'après. Et lorsqu'on était à l'aéroport, il m'a dit, viens ici. Il m'amène devant une bijouterie. Je lui dis, qu'est-ce qu'on fait là? Je dis quoi, tu vas rentrer? Il m'a dit, ta femme? Achète-lui. J'ai acheté un bijou. Il m'a dit, quand tu voyages, jamais tu reviens les mains vides à ta femme. Il voyageait souvent. Et bien là, je réfléchis avant de voyager. Il m'a appris des principes. Des principes très, très. Vraiment, ça nous aide dans la vie. Quand je l'ai déposé à Aix-les-Bains, il m'a remercié, on dirait, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai dit, oui, je sais, non, mais t'as pas compris. Je lui ai dit, quand je te le dis, merci, je lui ai dit quoi, mais c'est bon. Et il m'a dit, Shlomo, Bisroudra, je vais pas revenir en Gigoul. Je répète ces mots. Voilà ce qu'il m'a dit. Ce qu'il voulait, c'était s'attacher au tzaddik. C'est ce qu'il a fait. S'attacher au tzaddikim. Et c'est tout ce qu'il faisait, c'était pour une première fois. Voilà ce que je veux qu'on tire le moussard. Le ravarouche, c'est pas de prendre 1 point ou 2 points. Comme on dit, oui, on va essayer de prendre. T'as rien à prendre. T'as tout à prendre. Tout. Chaque mitzvah, chaque. Mais qu'est-ce que tu dors en un tas de filard? Comment il faisait? Mais quand tu vas étudier, mais n'importe quoi. Il avait Esh, Toukat à la misère. Et ça, c'est un rouge. Et c'est ça qu'il faut apprendre de continuer. Et toujours la même. Comme on a expliqué, rappelez-vous, les Tikkun sur toutes les choses comme ça. Là. On croit que qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, oui, qu'est-ce qu'il y a? Fais-le, qu'est-ce qu'il y a? Fais. On progresse avec la joie, toujours le sourire, et de ressentir chaque mitzvah comme si c'était tout nouveau, comme il a fait. Tiens, Nishmato, soit
ברשות הרבנים, ברשות רב יצחק, שליטה ברשות רב צבי. לנו נשמע כמו père Reuven Ben Levi Hanina. Il n'est pas facile de parler ce soir sur mon père. Premièrement parce qu'on est encore dans l'émotion, le sentiment d'avoir perdu une grande personne, le Hamoud, le pilier de notre famille, comme il a dit Rav Belaïch. Deuxièmement, parce que c'était un véritable Adam Gadol, un tzaddik, un Talmid Chacham, un Oved Hashem Amiti, et qui je suis pour parler sur lui. En réalité, d'un autre côté, paradoxalement, c'est facile de parler sur lui, parce qu'il suffit de voir la Itnahagut, comment il vivait chaque jour, Yom Yomi. C'est un véritable Sefer vivant de Moussa, un Sefer vivant de Avodat Hashem, un Sefer vivant de Emunah ou Bitachon Bashem, un Sefer vivant de Atmada Ve'amal Batorah, Sefer vivant de Yirat Shamayim, Sefer vivant de Zrizut, Sefer vivant de Gdusha, Sefer vivant de Avat Azulat, Vekvod Azulat, Ve'ladam Lachaver, un Sefer vivant de Chinuch, Sefer vivant de Kibud Talmidei Chachamim, Itbatlut li Talmidei Chachamim, Sefer vivant de Emet. Il suffit de lire les pages, de voir ce Sefer vivant qui a été mon beau-père pour prendre mon phare. Ce que je dis que c'était un Sefer de Avodat Hashem, en tant que déjà Bachour à la Yeshiva d'Aix-les-Bains. Lorsque j'étais seulement Bachour, je voyais de lui seulement les Tfilot et les Slichot du Yom Kippour, les Yamim Noraïm. Et déjà, il nous transportait dans un autre monde. Je n'ai jamais revu ça ailleurs. Dans les Yeshivot en Israël, je n'ai jamais retrouvé le goût des Tfilot de Yom Kippour avec mon beau-père. Jusqu'à que je suis revenu, j'ai eu le srout de revenir avec ses bains, que j'ai regoûté à ces Tfilot. Mais c'était des Tfilot puissantes où on sentait vraiment qu'on était transporté vers Kadosh Baruch Hu. Ces Tfilot-là, je les ai connues par la suite en étant son gendre, où j'ai vu que ces Tfilot-là n'étaient pas seulement Yom Kippour, mais c'était vraiment Yom Yomi. Lorsqu'il faisait chaque bracha, il pleurait. Pendant le Kiddush, il pleurait. Il avait une dvekut b'Akadosh Baruch Hu, une avodat Hashem phénoménale. Il allumait chaque jour des bougies. Il pensait à chaque talmid qu'il avait, à chaque enfant qu'il avait, chaque tzarot. Il allumait chaque jour des bougies. Il pleurait. Mitzrut Tzadikim, qu'ils viennent en aide et qu'Akadosh Baruch Hu, il délivre chacun de sa tzara. Il pensait à chacun. Ma belle-mère, elle a rapporté au Shiva quelque chose qu'on n'était même pas au courant. Elle a dit personne n'a mentionné, mais en réalité personne n'était au courant, que souvent, si c'est pas peut-être tout le temps, il jeûnait tous les jeudis, vraiment pour prier à Kadosh Baruch Hu, pour chaque tzara qu'il avait entendu, sur chaque talmid qu'il entendait, comme vous avez entendu. Le Rav Shlomo Cohen, comment il s'occupait de chaque talmid. Nous, pendant les Shiva, il y a eu des centaines et des centaines de talmidim qui ont témoigné comme lui, comment il s'occupait de chacun, de chaque moment de leur vie. On ne sait pas d'où il avait le temps, mais avec tous les témoignages qu'on a vus, on a vu comment il s'occupait de chacun, jour après jour. Et donc il jeûnait chaque jour pour les tzarot qu'il entendait et tous les problèmes que ces talmidim ou ses enfants pouvaient lui raconter pour qu'il soit délivré de ces yeshuot-là. On sait faire de Emunah, ça aussi également, en tant que Bachour déjà, on pouvait le voir. On voyait lorsqu'il faisait ses drashot, il parlait souvent de Emunah, on voyait qu'il vivait la Emunah B'Hashem. D'ailleurs, il est niftar, Parashat Beshalach. Et là-bas, c'est marqué dans le pasuk, lorsqu'ils ont traversé la mer, il y a marqué Vayar Israël et Ayad Gedola, etc. Et à la fin, il y a marqué Ve'eru Ha'am et Hashem et Yaminu B'Hashem, ou Moshe Abdo. J'ai vu plusieurs mefarshim, ils demandent pourquoi il y a marqué Ve'yaminu B'Hashem. Une Emunah B'Hashem, c'est lorsqu'on croit à quelque chose sans avoir rien vu. Mais là, ils ont tout vu, ils ont vu les miracles, ils ont vu le Yad Hashem. Toute la journée, ils voyaient Akadosh Baruch Hu pendant les Makot, après toutes les Nissim qu'ils ont vus jusqu'à qu'ils ont traversé la mer. C'était Akadosh Baruch Hu était présent avec eux, donc c'est pas une Emunah. Alors j'ai vu un pshat
Et j'ai pensé à mon beau-père qu'en réalité, le pasteur qui parle de 2 catégories d'hommes. Il y avait la première catégorie, Vaïro Aham, c'est ceux qui ont craint Akadosh Baruch Hu parce que, avec tout ce qu'ils ont vu. Mais il y avait une deuxième catégorie, c'était ceux qui étaient Ma'amin Bachem, ils n'avaient pas besoin de voir tout ça, ils n'ont pas vu. Pour eux, il n'y avait pas de différence entre ce que Akadosh Baruch Hu il a fait, les miracles qu'il a fait, les makot, etc. Ou s'ils n'avaient pas vu tout ça, ils avaient une émouna en Akadosh Baruch Hu, Shlema. Et ça, mon beau-père, je peux témoigner qu'il avait cette émouna en Akadosh Baruch Hu avec lui tout le temps. Une fois, je me rappelle, on a voyagé ensemble, on était partis prier dans les Kivrei Tzadikim en Eretz Israël, et on ne trouvait pas notre route. Et on a demandé à... J'étais un peu perdu, il m'a dit t'inquiète pas, on va trouver la route. On a demandé à la première personne qu'on a trouvée, on lui a dit où est-ce qu'il est le kever de tel et tel tzadik. Il nous a dit ne vous inquiétez pas, je vais là-bas, j'ai mon téléphone, je vais trouver la route, suivez-moi. Donc on est parti, on l'a suivi, et il nous a déposé à l'endroit. Il m'a dit t'inquiète pas, on trouvera, on a trouvé l'endroit tout de suite. À Gav, Moussa Raskel, il m'a dit tu vois, pas besoin d'avoir smartphone pour trouver la route, nous on n'a pas eu besoin, lui il a eu, nous on a trouvé la route. Une autre histoire qu'un des Talmuds a raconté aussi pendant les Shiva, et je pense que Rav Shlomo Cohen aussi, ce qu'il a raconté, ça montre la Emouna, comment il vivait cette Emouna en Kadosh Baruch Hu. Un des Talmuds a raconté qu'il était aussi c'était le moment venu de se marier. La Baruch il a appelé, il lui a dit tu dois te marier maintenant, tu dois faire un shidur. Il hésitait, non c'est pas le moment. Il lui a dit tu dois maintenant, va chez telle et telle famille et il va te trouver un shidur. Donc il est parti, il lui a proposé une jeune fille, donc il a commencé à faire les bgichotes. Et avec le temps, la Baruch il a vu que ça tardait, il a appelé, il lui a dit qu'est-ce qui se passe. Il lui a dit voilà j'ai fait 5 bgichotes, ça a l'air pas mal mais je sais pas encore, j'hésite. Rav Arush, connaissant son Talmud, il savait que s'il rentrait dans les Sfekot, ça allait mal terminer et que ça aurait pu durer comme ça pendant longtemps. Il lui a dit non, tu dois te marier tout de suite. Ce soir, tu es Sogervort. Il dit mais Rav, je peux pas être Sogervort. Mais non, je sais pas encore si c'est la bonne, il faut que je réfléchisse encore, il faut que je lui en parle, il faut qu'on. Non, ce soir, tu es Sogervort. Le Talmud, il était perdu, il lui a dit bon, tu me crois pas, Tishal et ta Torah. Ça, c'est les mots du Talmud, comme ça il nous a raconté. Tishal et ta Torah. Il a dit quoi? Quelle Torah? Il dit va, ouvre le Chumash que tu trouves, prends le Sefer Bereshit, ouvre le Chumash et tu verras. Regarde à droite, tu verras. Alors il ouvre le Chumash, première page qu'il a ouvert, et voilà, là-bas il y a marqué, c'était un pasteur, et il y avait marqué le nom de Yitzhak, Rivka, Sarah, ça parlait là-bas, c'était dans Bereshit. Et tout de suite il a compris, Rivka, son père, il s'appelait Yitzhak ben Rivka et sa Kala elle s'appelait Sarah. Donc tout de suite il a vu les Yad Hashem, il lui a dit tu vois, c'est marqué dans la Torah, tu dois te marier maintenant. Donc il lui a dit tu prends un verre de kiddush, tu vas chez ton Shiva et tu fais les Chaim. Il est parti, il n'a pas discuté, il est parti, il a fait les Chaim, et il s'est fiancé ce soir-là. Le lendemain tout le monde lui a dit Mazal Tov, il ne savait même plus qu'il était fiancé. Mais ça, il y avait un Mashgiach qui était là-bas pendant les Shiva qui a écouté cette histoire, il a dit ces histoires-là, on n'entend pas souvent, mais c'est pas que Rav Arush était un Navi, ni Ben Navi, seulement il avait une émouna tellement puissante en Kadosh Baruch Hu, il avait confiance en lui, et il savait que c'était le moment pour son Talmud de se marier, et il voulait l'aider à tout prix, ce qu'il lui a dit, va regarder, il savait qu'il allait avoir une Yeshua d'Akadosh Baruch Hu. C'est cette émouna-là puissante qui a permis de faire ce qui s'est passé. On a dit que c'était un sefer de Atmada V'Amal Torah. Il faut savoir que je n'ai jamais vu mon beau-père sans un livre. Il avait toujours un livre avec lui. Il avait, si on se rappelle ces dernières années, vous vous rappelez, il avait toujours son sac où il y avait une Gemara, le Chok Israël, une Mishnah. Il avait toujours avec lui un sefer. Lorsqu'il nous amenait n'importe où il nous amenait, lorsqu'on allait ensemble à la banque, entre une attente, il était avec son sefer. Lorsqu'il faisait les courses, sa femme faisait les courses, il était avec son sefer dans la voiture, il attendait. Il était toujours avec un sefer, ses enfants ont pu témoigner, tout le monde a pu témoigner pendant les Shiva. Chacun se rappelle qu'ils n'ont jamais vu leur père sans un sefer dans sa main. Ce qui est encore plus, c'est qu'il faut savoir que c'est un véritable Talmid Racham. Nous, on l'a pas vraiment ressenti, je l'ai ressenti bien sûr, mais on l'a vu encore plus fort en voyant ces Talmidim qui ont témoigné. Chacun a témoigné. Il est venu. Rav Arush, il connaissait 7 Maséchet, il nous disait 7 Maséchet, il la connaissait par cœur, on l'interrogeait, il nous répondait à la Makom. Et nous, on était étonnés parce que
chaque talmide qui venait, avec centaines, chacun il donnait une note Maseret. Donc on était étonné de dire qu'en fait, il connaissait un nombre énorme de Masertot par cœur. Et chaque talmide, il nous interrogeait, il nous disait vas-y, choisis, etc. Il disait c'est celle-là que je connais. Et chaque talmide, jusqu'à maintenant, il est persuadé qu'il connaissait que cette Maseret-là par cœur. Et donc on a vu que c'était un véritable Talmid Chacham, mais pas seulement dans le Talmud, parce qu'il avait l'habitude de nous dire ça toujours, je me rappelle de cette phrase, il m'a dit il y a beaucoup de Talmidei Chachamim et des Rabbanan, mais il y a aussi beaucoup de Hamaretz et de Oraita. Ça veut dire que beaucoup de gens, ils étudiaient à fond le Talmud, mais ils oubliaient là le Chumash. Et lui, le Chumash, il lâchait rien, il étudiait à fond. Il adorait le Chumash et il transmettait à ses élèves le Chumash d'une façon extraordinaire. Ces Talmidim aussi ont témoigné d'ailleurs ils ont témoigné qu'ils n'enseignaient pas la Torah, ils transmettaient la Torah. Les gens ils sentaient, ils vivaient la Torah avec lui. Il y a Madame Bodbol qui m'a raconté, elle vient toutes les semaines, toutes les parachas Trouma, elle vient à l'école pour présenter le Mishkan aux élèves, pour leur montrer le Mishkan en images. Donc elle a créé tous les kelim du Mishkan et elle leur montre, elle m'a dit sache que c'est grâce à ton beau-père que j'ai mis en place, que j'ai aimé, que je me suis mis à fond dans tous les ustensiles du Mishkan. Comment? Elle m'a dit parce que lorsque mes enfants ils étaient dans son shiur, toute la période de Tisha B'Av, il leur racontait avec tellement d'amour tout comment fonctionnait le Mishkan, comment il était le Beth Amikdash, qu'à chaque fois, ils venaient, les enfants, ils racontaient à leur mère ces histoires-là, ça lui a donné envie de connaître encore plus, jusqu'à qu'elle arrivait à créer toutes ces ustensiles du Mishkan et les présenter aux élèves chaque année. Son fils a raconté également que lorsqu'il a eu sa deuxième fille, il l'a appelée Ruth, il a appelé son père pour lui dire que ça y est, il l'avait nommé, il lui a dit Ruth, il a dit à la seconde, il lui a dit tu as fait comme la Masechet Brachot, Daf et Daf, je ne me rappelle plus le Daf. Il lui a dit quoi? Quel Masechet Brachot? Il a dit oui, là-bas, regarde, va voir. Il y a marqué, lorsqu'on explique les noms, Maï Reuven, etc. Et juste après, Maï Ruth, etc. Donc il lui a dit à la seconde, il lui a dit la Masechet et ce qu'il y avait marqué là-bas dedans. C'est un Sefer, on a dit, de Yirat Shamayim. Ça, on pouvait le voir tous les jours, comment il avait mis Yirat Shamayim. Un Kadosh Baruch Hu, un de ses petits-fils a témoigné qu'un jour, il passait devant son bureau, tard dans la nuit, il devait peut-être aller aux toilettes, et il a vu Rav Arush, il avait dans son bureau une affiche où il y avait marqué Enon Milvado, et il était devant son affiche en train de se le répéter sans arrêt, Enon Milvado, Enon Milvado. Il avait vraiment ça en tête tout le temps, qu'il n'y a rien sans un Kadosh Baruch Hu. Un Sefer de Zrizout, ça peut-être tout le monde a pu le voir avec ses bains. Il courait pour les mitzvot, il ne s'arrêtait pas. Il courait pour aller à la choule, personne n'arrivait à le rattraper. Quand on allait à la choule avec lui, lorsqu'il était encore en bonne santé, on n'arrivait pas à le rattraper. Même ses petits-enfants, ils jouaient avec lui pour essayer de le rattraper, mais il ne gagnait jamais. Il était vraiment d'une zrizout extraordinaire pour faire les mitzvot, pas seulement pour aller à la choule, pour chaque mitzvah, pour monter au kollel. Il courait tout le temps. Mais on a eu le temps qu'on se retourne à la maison, il dit je sors, le temps qu'on se retourne, la voiture avait déjà démarré. Un Sefer de Kedusha, comme il a pu dire aussi Rav Shlomo Cohen, il était très très kadosh, il aimait particulièrement la Kedusha qu'il a appris de son maître Rav Eliovitch. Mikvé, c'était Chog Valiavor. Mikvé, même il nous a raconté plusieurs fois qu'à l'époque, avec ses bains, il faisait très froid, il y avait la glace sur le Mikvé, ils ont cassé la glace, il rentrait. Il n'a jamais cédé d'aller au Mikvé, même dans les temps les plus difficiles. Même lorsqu'il était très malade, un de ses petits-fils a témoigné qu'il a fait sans la permission de ma belle-mère, de ses filles. Une fois, le Rav Arush lui demandait, lui dit amène-moi au mikvé. Il partait en douce, et ils allaient au mikvé en chaise, et il le déposait, il l'amenait, etc. Il prenait d'énormes risques, il n'était pas conscient, le petit-fils. Mais en tous les cas, il a jamais voulu être mévater sur son mikvé. Aussi une histoire, une fois, il a reçu une tablette offert par la banque. Vous savez, des fois on a des points comme ça, on accumule des points avec les cartes lorsqu'on utilise les cartes. Et il a reçu une fois une tablette offerte par la banque. Il a dit « En d'avoir casé que quelque chose comme ça rentre dans ma maison ». Il a tout de suite pris, il l'a cassé en 1000 morceaux. Ça c'était devant ma femme, il l'a cassé en 1000 morceaux. Après ce qu'on ne savait pas, c'est la suite, ma belle-mère elle nous a raconté qu'il a attendu, il a mis dans la poubelle, il a attendu que le camion de poubelle arrive pour être sûr qu'elle est bien jetée dedans dans le camion de poubelle et qu'elle est détruite, qu'on n'en verra plus jamais.
Il y avait aussi quelque chose qu'il faisait tout le temps, il faisait très attention à la Shmirat Enaim, et il faisait très attention aussi pour ses élèves. Ses élèves racontent, ils ont beaucoup raconté, qu'il les amenait un peu de partout, il leur disait tu veux aller, tu veux descendre, je t'amène tout de suite au magasin, tu dois aller à la banque, tu dois aller à Monoprix, je t'amène. Il les amenait en coup de volant de partout. Également avec la famille, il le faisait tout le temps. Il amenait tout le temps ses enfants, ses petits-enfants, moi-même, les gens, tout le monde. Il nous amenait où on voulait aller, il nous amenait toujours en voiture. Même des fois, son fils il raconte, il devait aller à Genève. Et il lui a dit tu dois aller à Genève, je t'amène. Il allait chez les Marélis d'ailleurs. Il a dit je dois aller à Genève, je t'amène à Genève. Il n'a pas hésité. Et comme ça, on a raconté pendant les Shivas, sans arrêt, tout le monde racontait qu'il les amenait de partout, etc. Et j'ai pensé, lorsque les Talmidim m'ont raconté, les Talmidim ont commencé à dire, mais il nous disaient toujours, tu fais attention à la Shmirat Enaim, il faut faire attention, il ne faut pas que tu vois des mauvaises choses, et il les amenait de partout. Et j'ai compris qu'en réalité, même avec la famille, même avec les enfants, lorsqu'il les amenait de partout, il ne voulait pas qu'ils trébuchent dans la Shmirat Enaim. C'est pour ça qu'il prenait son temps, à part qu'il avait une Avat Azdulat, il avait envie de faire plaisir, mais il ne voulait pas qu'ils trébuchent dans les trains, etc. Et donc il voulait toujours les accompagner en voiture, même aller jusqu'à Genève, l'attendre là-bas, pour pas qu'il trébuche dans sa Shmirat Enaim. Il faisait très très attention à cela. La Avat Azdulat, le Kavod Azdulat qu'il avait, il aimait chaque juif, chaque Ben Israël, chaque Ben Torah, chaque Talmud. Il avait un amour sans fin. Ça aussi, on a pu le voir pendant les Shivas, ils ont témoigné, des gens qui ne l'ont pas vu depuis 40 ans, mais ils ont témoigné qu'ils ont gardé un contact. C'est grâce à lui qu'ils se sont attachés à la Torah tellement qu'il leur a transmis, qu'il les aimait tellement fort. Et c'est cet amour-là qu'il avait envers les autres qui lui ont donné une envie de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu et de faire des efforts. Et ils ont avancé, surtout beaucoup de Marseillais sont venus et ont raconté cela. C'est eux qui l'ont permis d'avancer. J'ai quelqu'un avec qui je travaille pour les formations à l'école. Il m'a appelé tout de suite lorsqu'il a entendu que mon beau-père il ne savait pas que c'était mon beau-père. Ravarouche, il m'a appelé, il m'a dit je ne savais pas que c'était votre beau-père. Mais sachez que lorsque j'étais à Marseille il y a 40 ans, c'est lui qui m'a donné le goût, l'envie d'étudier, l'envie d'avancer. Lorsqu'on était, je me rappelle jusqu'à maintenant de ses cours de Chumash. Il m'a dit il nous faisait vivre le Chumash. C'était pas un cours de Chumash, le Chumash il était vivant. On voyait la paracha, comme j'ai dit, il n'enseignait pas, il transmettait la Torah. Il m'a dit jusqu'à maintenant, je me rappelle de ses cours, mot à mot. Je me rappelle de ses cours, je me rappelle des psukim que j'ai étudiés avec lui. Tout le reste que j'ai étudié après par la suite, j'ai évolué de partir au collège, etc., c'est pas rentré comme les psukim que lui m'a appris. Et beaucoup de talmidim autres ont témoigné, mais lui ça m'a marqué parce qu'il m'a appelé, il m'a dit 40 ans après, je me rappelle encore de ses cours. Il était petit, il avait 10 ans, il m'a dit, il était en CM2, 6e, il avait 11-12 ans. C'est faire de Kibbutz Talmidei Chachamim Itbatlut et Talmid Chacham. Ça, il y a deux histoires qui sont très connues, mais je les raconte quand même. Il y avait une fois où, à l'époque, Rav Frakin, souvent il rassemblait la Keila, quand il voyait que le Cheder il allait pas bien, et donc il fallait des fonds pour finir l'année. Et il demandait à tout le monde, il faut donner, il faut participer. Et une fois il a dit à mon beau-père, voilà, il manque une somme astronomique, il lui a dit tu dois me faire le chèque tout de suite. Mon père il n'a pas hésité, il lui a fait un chèque sur le montant qu'il lui a demandé. Il s'est endetté pendant des années, mais il lui a fait le chèque à la Makom. Le tzaddik il a dit, il fait. Il y a plein d'histoires sur ça. Notre histoire, un jour, Afrakin, il est venu le voir chez lui. Il lui a dit, j'ai besoin de telle et telle somme. S'il te plaît, fais-moi un chèque. Il lui a fait le chèque à la Makom. Et Baruch Hashem, il a eu une grande yeshua ce même jour. C'est le jour, ça c'est connu aussi pour les ex-soirs, c'est le jour où son fils, il a été renversé par une voiture. Et là, nous, ça aurait pu être vraiment tragique. Il est parti à des mètres. Et vraiment, c'était un S galou. Les médecins ont dit, on ne sait pas comment il a pu survivre. Il a eu que quelques séquelles, il a eu une jambe cassée, etc. Mais c'était un S galouille, comment il a pu survivre à cet accident-là où il a été projeté à plusieurs mètres au loin. On dit, de chez lui, il est arrivé à chez M. Macnouz. Donc, pour dire que c'était vraiment loin, il a été projeté à plusieurs mètres. Et c'était grâce à cette Itbatut-là au Talmid Chacham, il a dit tu me fais le chèque à la Makom, il a fait, Bisrout Itbatut le Tzadik, Bisrout la Tzedaka, il a eu ce Nes Galoul. C'est faire de Emet, une fois aussi, je peux raconter comment on était Emet. Aussi, ça a été raconté une fois, je me rappelle un Shabbat, on était en Vikua
sur un Tosfot dans Masechet Makot. On discutait sur le chat, on avait une question sur Tosfot, et on discutait, on n'était pas d'accord jusqu'au bout. On est resté jusqu'à la fin, chacun sur son chat. Et donc voilà, on s'est quitté le shalom, et on n'a pas réussi à se mettre d'accord sur le chat. Mais 2 jours après, il est venu me voir, il m'a appelé, il m'a dit viens, regarde, viens, on monte chez Rav Elbaz. J'ai réétudié tout le Tosfot avec lui, et il va le refaire aussi avec toi, il va te montrer que tu avais raison finalement. Pour montrer comment il était attaché déjà au Hémet, il voulait le savoir déjà au Hémet. Moi j'avais déjà oublié le Tosfot, et lui il était resté encore, il voulait savoir le chat Adasof, et il est venu me montrer que, regarde, etc., tu avais raison dans le Mahalach, je l'ai refait avec Rav Elbaz pendant 1 heure, et finalement il n'a pas eu honte de dire que j'avais raison, mais le but c'était quoi? C'était vraiment le Hémet, de savoir qu'est-ce que Tosfot disait, comment comprendre ce Tosfot-là. C'était ça son but en soi. Pas de savoir qui a raison, ça l'importait peu. C'était vraiment le Hémet de la Sougia, le Hémet du Tosfot. Maintenant, il faut savoir aussi que Baruch Hashem, il a été zoché. Il y a une famille, Baruch Hashem, qui sont tous dans le chemin de la Torah, Baruch Hashem, tous ses enfants, ses petits-enfants, sont tous dans le chemin de la Torah. Je me suis posé la question, comment il a réussi cela? Je pense que je n'ai pas la réponse, mais je peux essayer de répondre. Je suis tombé sur un chat aujourd'hui dans la paracha de la semaine. Il y a marqué que donc, sur le Haron, il bait umbachut tetzapenu. La Gemara elle ramène dans Yoma Amar Rava Kol Tamid Racham she'eno tocho keboro eno Tamid Racham. Et je pense qu'on peut dire sur mon beau-père qu'il était vraiment tocho keboro, kebaro. Tous les principes qu'il enseignait, tout ce qu'il disait à ses élèves, il était vraiment intègre avec lui-même. C'était pas juste pour enseigner, juste pour dire, il le vivait vraiment, et il n'a jamais cédé, et il n'a jamais montré autre chose. En tous les cas, même en intimité, lorsque vous voyez dans l'intimité, il a toujours été intègre avec lui-même, et il avait ses principes, il les gardait jusqu'au bout. Ça, c'est un principe, je pense, dans le chinour. Si on veut réussir dans le chinour, c'est vraiment d'être un exemple, mais un véritable exemple, pas seulement de dire des choses et ne pas l'être soi-même. Lui, il ne disait pas des choses, il ne disait pas il faut faire ci, il faut faire ça. Il était un exemple en soi. Même ses enfants, ils m'ont dit, il ne nous a jamais dit il faut à tout prix faire ça, etc. Il leur faisait pas des sirotes moussa. Mais l'exemple même qu'il montrait, c'était suffisant pour ses enfants pour le voir. Et tous ses enfants et petits-enfants, ils ont pu le remarquer. Il y avait aussi, bien sûr, cette filote, je pense, cette filote acharnée pour ses enfants. Une fois, ma femme, elle a travaillé pour un admour, et elle récupérait les tfilotes. Elle m'a raconté ça ce Shabbat. Elle récupérait les tfilotes des gens qui l'envoyaient. Et un jour, par hasard, elle est tombée sur la tfila de son père, sur la bakasha de son père. Et la seule chose qu'il a demandé, c'est que tous ses enfants et petits-enfants et talmidim restent dans le chemin de la Torah. La seule chose qui l'importait, c'était ça, de rester vraiment dans le chemin de la Torah. Il y avait aussi un point qui est important, je pense. Il faisait toujours attention. C'était pas seulement au Kiyum HaMitzvot qu'il avait une ahava lorsqu'il était Mekayem les mitzvot, il les faisait toujours à fond, mais avec sincérité et un amour des mitzvot. Mais aussi, lorsque j'ai étudié la paracha Titro, lorsqu'il était pendant les Shiva aussi, j'ai vu que ça, c'était vraiment réellement là chez lui. C'est quoi lorsqu'il est marqué Veïsoum Repidim Ve'yavo Midbar Sinai. Rashi dit qu'il y a une répétition. Pourquoi on dit 2 fois qu'ils sont venus à Midbar Sinai? On avait déjà dit plus haut. Et Rashi nous dit, c'est pour nous dire que Mabiatan be Midbar Sinai Betchouva, Af Nesiatan le Midbar Sinai Betchouva. Le Netziv, il dit, qu'est-ce que Rashi vient nous rajouter? Bon, qu'est-ce que ça nous apprend de savoir que la Nesiatan le Sinai aussi était Betchouva? Le Netziv, il dit, c'est pour nous apprendre que même la Chana, la mitzvah, il faut qu'elle soit Bekdusha. Pas seulement la mitzvah, lorsqu'on est Mekael, la mitzvah qu'il faut être Bekdusha. Même la Chana, la mitzvah, il faut être Bekdusha. Et ça, je l'ai vu chez mon beau-père, toutes les Achanot qu'il faisait. Il fallait le voir pour le vivre, il fallait vraiment être avec lui, c'était extraordinaire lorsqu'il préparait la souka, son loulav, lorsqu'il préparait la maison pour Pessah, lorsqu'il préparait ses shiurim, toutes les préparations au mitzvot, mais c'était aussi Bekdusha autant que lorsqu'il était Mekayem, la mitzvah lui-même. Ces shiurim, ce que je vous ai dit, on parle de shiurim, mais je l'ai toujours vu, il transmettait ces shiurim, on a dit qu'il connaissait par cœur, je pense les psukim, qu'il connaissait par cœur les masertot, mais toujours, il préparait bien ces shiurim à l'avance, parce qu'il disait toujours, il faut être prêt pour enseigner à cet amidim,
Et donc sa préparation aussi, elle était vraiment Bekdusha et Antei. Ezrat Hashem, je ne vais pas m'attarder, il y a beaucoup à dire encore. Je tiens tout d'abord à remercier Moreno Aravitzrak Vey qui est à l'initiative de ces divrei Chizouk, mon beau-père pour Avarouche, ainsi que tous ceux qui ont contribué au déroulement de ces expédimes, surtout le comité de la Keïla. Mais Ezrat Hashem, que son souvenir soit Mélitio cher, que Ravarouche soit Mélitio cher pour tout la Keïla d'Aix-les-Bains, pour sa famille, pour ses enfants, surtout pour sa femme, ma belle-mère, soit Mélitio cher, pour tout le monde, Ezrat Hashem, qu'on soit zoché de le voir, et Triat Ametim de Karov Hamash. كده الشمال ربع ما تبغاه